Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles. Pour une nouvelle vidéo, nous allons terminer les films de l'été avec un film d'aventure, L'ombre et la proie, sorti en 1996 de Stephen Hopkins sur un haut fait d'armes du lieutenant-colonel John Henry Patterson qui publie un livre qui s'appelle Les mangeurs d'hommes de Tsavo. Donc c'est un fait réel qui s'est passé. Ce valeureux soldat a affronté des lions mangeurs d'hommes. Ce film adapte quand même librement le haut fait et finalement le transforme en un film d'aventure. Un film d'aventure avec Val Kilmer et Michael Douglas. C'est un film qui a coûté 45 millions de dollars. Il en a rapporté environ 70-80. Il dure 1h45 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien, c'est à la fin du 19e siècle. L'ingénieur britannique John Henry Patterson part pour l'Afrique pour superviser la construction d'un pont ferroviaire. Mais les ouvriers se font attaquer par des lions, 2 lions, et notre héros va devoir leur faire face avec l'aide d'un chasseur et de guerriers Maasai. Ce sera peut-être pas quelque chose qui ira dans le détail, surtout au niveau de l'histoire. L'histoire, elle est assez classique. Vous avez d'ailleurs, pour les personnes qui veulent explorer cette piste davantage, il y a eu 2 films qui ont été inspirés de ces événements, en tout cas qui ont été tournés. Bwana Devil, qui date de 1953. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu le suivant qui s'appelle Les Aventuriers du Kilimandjaro de 1959. C'est un film qui est un petit peu cheap, mais il y a une scène qui rappelle justement les aventuriers du Kilimandjaro dans L'ombre et la proie. C'est quand Patterson et Angus sont sur le devant du train et regardent les animaux autour d'eux. Eh bien, on a une longue séquence dans Les Aventuriers où il y a le héros, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne crois pas qu'il s'appelle Patterson, je ne suis plus très certain, hein, mais le héros qui est sur un radeau et qui regarde autour de lui. Il y a différents animaux, il y a beaucoup de moments panoramiques, visite safari dans le film de 59 par rapport à celui-ci où on ne passe pas son temps à regarder la nature. Il y a des choses à faire. Ces choses à faire ont été scénarisées par William Goldman, qui est un scénariste assez côté, puisqu'il a quand même scénarisé Marathon Man et Les Hommes du Président, et aussi Les Aventures d'un homme invisible, le film de John Carpenter que j'aime beaucoup, qui est plutôt réussi, même si John Carpenter dira le contraire. C'est donc une écriture qui a commencé en 1989. Kevin Costner était attaché au projet en tant que star, et la Paramount voulait que Michael Mann réalise le film, certainement parce qu'il l'avait réalisé Le Dernier des Mohicans. Alors bien sûr, ça évoque l'aspect d'aventure en milieu naturel. Le film date de 92. Puis ce fut le tour de Brian De Palma. C'est un film qui finit par avoir une longue période de gestation, une gestation importante. Il a été pitché au studio comme étant un mix entre Lawrence d'Arabie et Les Dents de la Mer. Mais les studios ont jugé que c'était pas commercial, c'est-à-dire la période dans laquelle se situe le film. Et c'est peut-être moi ce que je trouve d'original dans le film, c'est sa période, c'est son contexte. Alors il ne s'agit pas d'un scénario original, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'un fait, mais on parle d'histoire originale par rapport au cadre de l'histoire. C'est une histoire peu commune également, un homme qui se retrouve face à des lions et qui va devoir essayer de résoudre la situation dans un environnement qu'il ne connaît pas. Donc ça, c'est un récit d'aventure et de quête, puisque cette personne, Patterson, part de l'Angleterre pour aller en Afrique, un endroit où il n'a jamais mis les pieds. C'est un pays qu'il va découvrir. C'est une histoire donc qui est basée sur un fait réel. 2 lions tuèrent une centaine d'ouvriers. Alors à cette époque, les rumeurs vont de bon train. D'abord, on parlait de 80 personnes, après de 100 personnes et après de 140 victimes. Et L'ombre et la proie a le sens de l'aventure. Son scénario est très carré. On est très étranger au pays, donc nous allons suivre Patterson, ce sera notre guide et en même temps quelqu'un qui va découvrir les lieux et les enjeux
comme nous, donc ça permet vraiment d'avoir une ouverture sur le monde à égalité, avec Samuel qui lui connaît les lieux, pas une sorte de mentor, mais quelqu'un qui est là avant lui, donc un adjuvant qui va beaucoup le conseiller et qui va l'écouter. Nous avons très vite un problème avec un lion qui a tué une personne, donc Patterson va tuer le lion et va devenir un héros auprès des ouvriers, qui lui donneront un nouveau statut social. Donc l'étranger qui atterrit dans cette situation incroyable va devenir tout d'un coup quelqu'un de beaucoup plus respecté. Et ça très très tôt dans le film. Et les deux lions machiavéliques, eux, vont arriver un peu plus tard et remettre son titre de champion en jeu. Donc il y a un long build-up pour nous créer une nouvelle dynamique. Après qu'il ait tué ce premier lion, ça arrive quand même assez tôt dans le film. Et bien tout d'un coup, il y a un regain d'intérêt. Il est même peut-être un peu rapide, je vous expliquerai pourquoi il est rapide. On a ce build-up très long sur l'apparition des lions, sur les enjeux de ce qui se passe autour de ce camp de travail, puisqu'on a plusieurs nationalités et plusieurs religions qui travaillent ensemble à la construction de ce pont. Et des fois, ça crée des petits soucis, mais malheureusement, ce ne sont pas des soucis qui sont grandement exploités. Mais il y a un gros setup, et à la 20e minute, au moment où c'est souvent l'endroit où ça se déclenche, où les choses vraiment commencent à se déclencher, l'appel à l'aventure, le lancement de la quête évidente, ou l'arrivée de l'élément perturbateur. À la 20e minute, eh bien, on a le contremaître, qui est pourtant une personne qui a l'air forte, qui même proclame avoir tué un lion de ses mains. Donc on montre que voilà, le Patterson, il est bien aidé dans le corps. Il y a des gens très solides qu'on peut très vite identifier. Eh bien, on a ce contremaître, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, Maïna, je crois, qui est ça a l'air d'un mec costaud, et il se fait prendre par le lion dans une scène assez horrible, et surtout la scène suivante où il retrouve le cadavre qui est en train d'être picoré, c'est assez horrible à voir. Et donc ça se passe à la 20e minute, le contremaître est mort, et donc on va avoir une suite de moments de traque plus ou moins habiles, une alternance de moments de dialogue. Alors c'est même un peu trop mécanique par moment. On a beuverie avec du dialogue et après scène d'action, beuverie, moment de dialogue, scène d'action. Donc ce va-et-vient est un petit peu pénible. Il n'y a pas un moment, quelque chose avant qu'il y ait bien sûr une autre rupture un peu plus loin dans le film. Cette construction, cette structure est un petit peu paresseuse, mais encore une fois, je vous dirai pourquoi elle est paresseuse. Il y a un enjeu tout simple en fait qui fait qu'elle est paresseuse et elle est mécanique. C'est rarement ennuyeux. Enfin, je dis ça, moi je me suis pas ennuyé. Voilà, parce que justement, ça va assez vite là où ça doit aller. Je vous dis qu'il y a un long build-up, c'est vrai, mais le build-up pour le payoff, justement, à la fin, toute la construction qui amène à un point précis, ce point précis est vraiment fort, mais la construction est assez lente. Et surtout, vous savez, la construction, elle vient aussi de la tension et faire sentir la dangerosité des lions. Et ça vient par plusieurs scènes. Des attaques la journée, la scène dans le wagon. Donc tout ça doit être construit. Donc ça prend du temps. Et les scènes prennent le temps qu'il faut, à peu près. Certaines mériteraient un peu plus, mais généralement, ils arrivent à donner les informations nécessaires. Justement, nous souhaiterions peut-être en avoir un petit peu. Des choses qui échappent un petit peu à la ligne directrice qui va tout droit du scénario. On souhaiterait justement des moments, des interactions avec les ouvriers, plus que à chaque fois on a un émissaire un peu celui qui est le syndiqué, vous voyez, qui est en train de parler pour tous les autres. On souhaiterait tout d'un coup que Patterson, il construise un peu le pont, qu'il discute avec des ouvriers. On souhaiterait un peu des moments qui échappent au scénario. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je vous dirai pourquoi à la fin, il y a un truc tout bête. Donc on a des moments de tension aussi. La scène, je trouve, dans le wagon, elle est assez efficace. Quand Patterson arrive avec Remington dans la grotte des lions, vers la deuxième moitié du film, elle est assez bien cette séquence. Même si dans mes souvenirs, elle était mieux éclairée que quand je l'ai revue. Là, pour la critique, je la trouvais pas super bien éclairée. Ça reste une scène de tension parce qu'on a eu un build-up, justement, ce long build-up sur la dangerosité des lions. Et là, ils arrivent dans leur grotte. Donc il y a un côté, est-ce qu'on va les trouver ou non? Voilà. Donc ça marche assez bien. On a
le piège avec les tireurs, donc la scène du wagon, où ils font tout un stratagème pour piéger le lion, mais ça sert à rien, il y a quelque chose qui stoppe quiconque de tuer ces lions. C'est en cela que les lions ont un côté un peu mystique, pourrait-on dire, dans le film. Il y a aussi la séquence du rêve, qui est peut-être une des meilleures séquences du film, quand il y a Patterson qui va retrouver sa femme sur la gare, et il se rend compte qu'il y a un lion qui s'approche d'elle. Voilà, ça marche assez bien, et juste après, il se rend compte que Michael Douglas, il est décédé. Michael Douglas disparaît du récit, alors que c'est quand même un poids lourd dans le casting du film. Il disparaît du récit et laisse à nouveau Patterson tout seul. Et il va devoir se débrouiller parce que la situation n'a pas du tout évolué. Il y a un enjeu, je trouve, autour de ce scénario. Il y a beaucoup de choses qui sont... rien que je trouve que faire tuer Michael Douglas dans le récit et d'une façon complètement mystique, encore une fois, fantastique, eh bien, je trouve que c'est un enjeu de scénario qui est intéressant. Intéressant parce qu'il échappe un petit peu aux conventions. Voilà, le scénario peut donner l'impression d'être original par rapport à des structures, à des méthodes, vous voyez, d'écriture. Après, je vous dis que le scénario a une valeur, a une qualité, mais il y a aussi des trucs extrêmement cons dans le scénario. Par exemple, Patterson, il va chasser le lion avec les Maasai, le mec, il vérifie pas son arme. Et tout d'un coup, son arme, elle s'enraye et il tire pas. Parce que, justement, c'était l'arme du médecin. Le médecin lui avait donné une arme qui a plus de puissance. Et le Patterson n'a pas testé l'arme. Là, je trouve que c'est clairement un défaut de personnage, d'écriture de personnage dans le scénario. Mais ça, on peut faire chier n'importe quel film avec ce genre de détails. Val Kilmer avait le vent en poupe auprès du spectateur, avec des succès comme Hit ou Tombstone, Batman Forever aussi en 95, The Doors au début de la décennie. Il revint d'un tournage complètement cassé, laminé. Il commença assez rapidement la production de L'Ombre et la Proie après avoir fait le tournage de L'île du Docteur Moreau, en plus d'un divorce en début de l'année 96 avec Joan Valley, qui était la femme dans Willow, la rousse qu'il rencontra lors du tournage. Eh bien, le pauvre Val Kilmer, il était un petit peu en piteux état. Il arriva pour tourner dans les pires conditions imaginables, pas le temps de travailler le rôle et il est quasiment dans toutes les scènes du film, donc ça pose vraiment problème. Il travaillait 6 jours sur 7 par semaine pendant 4 mois dans des conditions compliquées et termina le film parce qu'il aimait l'histoire et cette aventure. Il avait déjà visité l'Afrique, donc c'était dans la continuité de faire un rôle là-bas puisqu'ils ont vraiment tourné en Afrique, ils n'ont pas tourné dans des fonds verts. L'accent irlandais de Val Kilmer est complètement raté. Bon, moi je l'ai vu en français, mais j'ai vu quelques scènes en anglais. Normal, parce qu'il n'a pas eu beaucoup le temps de le bosser. Patterson quitte son costume de Britannique dans le film et se met en mode safari. Il abandonne sa culture et s'immerge dans une autre. Alors que sa femme, elle, quand elle va le rencontrer, elle est habillée en tant que représentante de son monde, pourrait-on dire. Face à Patterson, à la fin, qui a bien changé. Même s'il a toujours la même coupe de cheveux. Après des semaines dans la brousse, eh bien les cheveux de Kilmer sont toujours parfaits. Toujours une coupe moderne, un petit peu changeante par rapport au début quand il débarque du train, mais toujours une coupe à l'américaine parce que c'est la star bien sûr. Il doit tuer les lions pour prouver sa valeur, être considéré comme un leader parmi les ouvriers africains et indiens. Et donc c'est un film sur la volonté d'un homme de dépasser sa peur. Quand il brûle par exemple toute la brousse autour du camp en tenant le fusil en main, dos à la caméra, face au feu, c'est vraiment la volonté d'un homme d'en terminer avec ses bêtes. Je trouvais d'ailleurs que c'était un très beau plan qui montrait peut-être trop simplement sa rage, sa fureur de vaincre. Toutes les scènes où nous voyons la dangerosité du lion construisent en Patterson une paranoïa de se faire surprendre par un lion, d'où justement la scène du rêve où il voit sa femme se faire dévorer par un lion, et à la fin, ça c'est super d'avoir fait ce petit clin d'œil, à la fin,
quand il y a vraiment sa femme qui attend à la gare, eh bien il court vers elle, mais en même temps il s'arrête un bref instant pour regarder la brousse, pour vérifier s'il n'y a pas justement ces fameux lions. Pendant un moment, il hésite et il regarde avant de rejoindre sa femme qui a justement son fils dans les bras, qu'il soulève, qu'il lève vers le ciel comme dans le Roi Lion. Hein. On vénère l'enfant, on le lève au ciel, un geste christique. Mais vraiment, on est là pour voir Val Kilmer aux prises avec les lions. Il y a l'aspect de famille avec sa femme, mais finalement ce n'est pas très important, c'est très vite évacué. Et il y a autre chose qui est évacué, c'est les conditions de travail des Africains, c'est-à-dire que le film est peut-être trop politiquement correct. La façon dont on traite les travailleurs, les gens de couleur, il y a peu de racisme dans le film, c'est passé complètement sous silence dans le film. Il n'y a pas beaucoup de tension également entre les ouvriers, c'est sûrement dû à des scènes coupées. John Gani joue Samuel, je vous avais parlé de ce personnage, c'est un adjuvant qui suit Patterson jusqu'à la fin du film, c'est le bon gars, on va dire le bon serviteur, puisqu'il est vraiment là pour servir le blanc. Alors bon, ces genres de considérations dans le film n'ont pas prise, puisqu'il est très vite perçu comme quelqu'un de vraiment très positif, qui a aussi sa propre façon de penser les choses, qui est aussi quelqu'un qui s'inquiète énormément, puisqu'il a horreur des lions. On a Angus Sterling, qui est un peu le représentant de la foi chrétienne dans le camp. Alors, c'est trop marrant qu'il s'appelle Angus, parce que l'Angus, c'est aussi une pièce de viande absolument délicieuse. Donc, il y a une certaine logique dans le film du fait qu'il s'appelle Angus. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi Robert Beaumont. Alors, lui, c'est un mec qui a un ego de géant. Il est joué par Tom Wilkinson. Un très bon acteur qui est là complètement sous-exploité. C'est un trop bon acteur pour un rôle pareil, je trouve. Un mec complètement détestable dans le film. Oh là là, je suis le meilleur, je suis le plus riche. Et vous allez faire ce que je veux parce que sinon, ça va mal se passer pour vous. Oh là là, le méchant. Donc, c'est très vulgaire. J'aime pas du tout ce traitement-là. Et on a un personnage, le personnage joué par Michael Douglas, qui n'a jamais existé. Il a été rajouté pour le film. C'est basé sur le véritable chasseur Charles Ray Hall, à ce que j'ai cru comprendre, engagé par Patterson pour tuer les lions, mais il a été retrouvé mort à son tour près du chantier. Alors Remington, il a été engagé par Beaumont, à ce qu'on a cru comprendre dans le film. C'est pas clairement dit, je crois. Mais en tout cas, il est présenté dans le film. C'est un bon chasseur, entouré de chasseurs Maasai. C'est un personnage qui est joué par Michael Douglas, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, comme beaucoup de fois Michael Douglas joue ce genre de personnage. Il n'est pas intéressé par la construction du chemin de fer. Il n'en a rien à foutre. Il veut juste tuer les lions. Et à ce moment du film, eh bien, on a besoin de lui. Le film même a besoin de lui. Parce qu'on voit que Val Kilmer, il a pas assez de charisme, vous voyez. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de jouer la carte de la star, mais qui n'est pas encore une grande star. Et après de faire intervenir un personnage encore plus important en termes de charisme à l'écran. Donc on a Patterson, Val Kilmer, il fait ce qu'il peut, et tout d'un coup il y a un problème, et les problèmes s'accumulent. L'impossibilité de tuer les lions, les ouvriers qui ne sont pas contents et qui veulent déserter, Beaumont qui arrive, et tout d'un coup Val Kilmer il se sent un peu englouti par ces problèmes, et tout d'un coup il y a une bouffée de fraîcheur, enfin en apparence, de Michael Douglas qui arrive avec son personnage et qui donne de nouveau de l'espoir et de nouveau un élan de charisme au protagoniste. Michael Douglas, comme je l'ai entendu dans une review anglo-saxonne, more firepower into starring, donc du poids lourd au casting, littéralement. C'est le menteur de chasse de Val Kilmer, et la relation entre Douglas et Kilmer, eh bien, c'est beaucoup de vent et pas grand-chose d'autre. Malheureusement, je vous épargne l'écriture des personnages. À ce moment-là, l'écriture de la relation est assez mauvaise. Remington n'apparaît pas avant 45 minutes du film, et il y a eu déjà beaucoup de choses qui se sont passées avant. Dans les versions précédentes du script, il devait être plus mystérieux.
vous voyez le mec mystique, accompagné de ses guerriers Maasai. Eh bien, Michael Douglas, il a dit non, et il a créé une histoire pour le personnage, une sorte de Jack Colton Story. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Jack Colton Story ? Eh bien, c'est le personnage de Jack Colton, donc le mec à la poursuite du diamant vert et le diamant du Nil, donc l'espèce de loser aventureux qui a eu des problèmes avant, mais qui maintenant va se racheter, des choses comme ça. Dans les premières versions du script, Remington était censé être un personnage plus énigmatique, nommé Redbeard. Mais lorsque Michael Douglas prit le rôle, il demanda à changer le personnage pour lui donner plus d'importance. On ruine le mystère autour de Remington et on montre que c'est juste un loser qui essaye de faire le badass. Et le Remington, la quasi-totalité de ses répliques sont là pour lui donner un genre, vous voyez ce que je veux dire ? Avec des dialogues assez imbuvables. Je vais pas, en plus, en français, ça n'arrange pas l'affaire. Remington n'a que des dictons, des expressions toutes faites, des histoires à raconter pour prouver qu'il est badass. Vous voyez, avant, j'étais emmerdé par deux gamins à l'école, et qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, j'ai été encore plus méchant qu'eux, vous voyez ce genre de choses, mais c'est assez c'est risible. Vraiment, Michael Douglas joue un personnage, et on lui fait dire des répliques complètement risibles. Le réalisateur a même regretté, plus tard, Douglas dans le film. En même temps, Michael Douglas, il était producteur, donc il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, malheureusement. Et tout ce temps passé avec Remington, eh bien, dans le film, Patterson aurait pu le passer avec des ouvriers. On a justement cette espèce de syndiqué, là, Abdullah, qui incite à la révolte, à l'émeute. Il ment en disant qu'il est un homme de paix, mais c'est quelqu'un qui est cerné par la peur. Je vous parlais de la volonté de surpasser sa peur. Eh bien, cet homme, cet Abdullah, eh bien, il part tout de suite avec le premier train loin du chantier tant que les lions ne sont pas tués. Et à la fin, bien sûr, il revient et salue Patterson parce qu'il a vaincu la peur et dans les cœurs des ouvriers, dans son propre cœur, et il a éloigné la menace. Donc c'est un personnage qui est plus là pour mettre en valeur le problème que quelqu'un qui va aider Patterson. Abdullah ne l'aide absolument pas. C'est la personnalité symbolique qui représente toutes les angoisses des ouvriers, on va dire. Donc c'est un personnage qui représente l'hystérie qui se construit chez les ouvriers et qui n'ont plus qu'une idée en tête, partir. Donc voilà, un personnage qui véhicule une grosse fonction, qui est importante. C'est une fonction importante parce que, comme je vous dis, les ouvriers sont représentés comme des masses. Et donc il faut une personne clairement représentée. En plus, il est représenté avec un costume blanc et rouge, donc il est assez marquant. Il faut quelqu'un pour les incarner, ces ouvriers. Et Abdullah le fait. Il a quelques scènes, pas beaucoup, mais il a quelques scènes et on l'identifie. Et c'est le plus important. On a pas mal de figurants, il y a de scènes où il y a vraiment beaucoup de monde. On a aussi les guerriers Maasai. Alors dans le film, ils sont joués par des acteurs sud-africains, mais dans certaines scènes, notamment des scènes de chasse, il y a eu de vrais Maasai qui ont été engagés par la production du film. Parce que là, il s'agit de représenter aussi un rituel par rapport à ce que font les Maasai. Donc il ne faudrait pas se tromper. Donc bien sûr, il y a quelques Maasai qui se sont livrés au jeu de l'interprétation et devant les caméras. Les lions, eux, eh bien, ils sont immenses. Ce sont les soi-disant peut-être des descendants de lions préhistoriques. Certains disent des esprits vengeurs, d'autres disent des démons. Eh bien, on a quand même de superbes plans dans les hautes herbes où on voit la queue du lion qui dépasse. Mais vraiment, vous savez, c'est exactement comme les dents de la mer pour le coup. On a l'aileron du requin qui dépasse de l'eau. Eh bien là, on a la queue du lion qui pendouille, qui est près des hautes herbes. C'est un plan que je trouve vraiment fascinant. Je ne sais pas comment ils ont fait. S'il y avait quelqu'un qui avait une espèce de tige qui remuait, ou c'était vraiment un des lions qui ont été dressés pour le tournage, qui s'est déplacé, mais l'effet est incroyable. Ça fait vraiment très dents de la mer. Ce lion qui attaque un petit peu comme des raptors. Alors là, il y a une scène, c'est typiquement raptorien ce qu'ils ont fait les lions. Il y en a un qui est devant, il attire l'attention de Patterson et il y en a un qui attaque par le côté. Donc voilà, ça c'est le deuxième raptor que tu n'avais pas vu, n'est-ce pas ? Petite citation d'Alan Grant, mais alors là c'est vraiment le cas. Ils sont nommés
The Ghost and the Darkness, donc c'est le titre anglais du film, alors que là, L'ombre et la proie, voilà, ça montre un peu la pression qui est faite sur Val Kilmer, puisqu'il sera bien sûr la proie, alors que dans la version anglaise, The Ghost and the Darkness, ce sont les noms des deux lions, puisque c'est soi-disant d'après les légendes de force incroyable qui sèment la terreur. Donc voilà, on est un peu sur une interprétation du titre différente en France. On peut sentir à travers cette dénomination le mystique, mais ce n'est pas vraiment là, je dois vous dire. À part quelques plans et une intention de scène, eh bien le mystique, l'aspect spirituel, angoissant et un petit peu fantastique n'est pas suffisamment appuyé dans le film. On ressent ces animaux comme une malédiction, ce n'est pas suffisant pour le faire ressentir comme du supernaturel. Il y a une ambiguïté. Le film le montre qu'il y a une vraie ambiguïté du fantastique. C'est un très bon point du film. Quant à la caractérisation des lions, mais on aurait peut-être souhaité, je m'avance, mais en tout cas moi, voilà, j'aurais peut-être souhaité un côté supernaturel supplémentaire. Ne pas en faire des animaux fantastiques avec des pouvoirs ou des trucs comme ça, mais peut-être mieux travailler cette représentation surnaturelle des lions, alors qu'il s'agit simplement de lions qui sont un peu plus coriaces que les autres. Ça s'arrête là. Peut-être les rendre davantage surnaturels par la mise en scène. Vous savez, des effets d'ellipse, des regards, justement, quand on a un moment, le contremaître, vous savez, celui qui s'est fait manger en premier, qui, après avoir dit qu'il tuait des lions à main nue, et il regarde la brousse avec un regard très intense, avec une espèce de son de musique un peu angoissant, et on a l'impression qu'il a vu qu'il y avait quelque chose. Et voilà, ce genre de moment un peu fantastique, un peu mystique, eh bien, on devrait en présenter davantage dans le film. Et je pense que ça aurait fait son petit effet à la longue. Parce que les deux lions, en eux-mêmes, le film les rend mystiques sur leur volonté de tuer des hommes, mais dans l'absolu, ils n'ont rien de mystique. En réalité, c'est complètement différent. Il y a une étude qui a été présentée sur ces lions, donc, qui sont au musée de Chicago. Ils étaient tellement célèbres qu'ils ont été exposés. Ils ont montré que leur dentition était en très mauvais état, et leur dentition ne permettait pas vraiment d'aller chasser du gibier courant à toute allure. Vous savez, des proies rapides, par exemple, des zèbres ou des choses comme ça. Ils allaient se faire mal, et donc la viande humaine, un humain ça court moins vite, donc forcément c'était plus facile à attraper et finalement à dévorer. Il n'y avait pas d'herbivores aux alentours à cause de la sécheresse. L'humain était une option supplémentaire. Il y avait beaucoup d'humains peut-être sur leur territoire, et en plus il y avait des endroits où on déposait les morts, donc des cadavres, de la charogne. Donc là bien sûr toutes les conditions étaient réunies pour que des lions soient attirés par l'odeur de la chair humaine. Ces lions jouent avec les humains comme des chats avec les souris. Ils attaquent même le jour, ils n'ont pas peur des coups de feu. Je dirais pas, par contre, par rapport à beaucoup de critiques que j'ai lues, qu'ils tuent par plaisir. Un animal qui tue par plaisir, ça n'existe pas. Car on n'en sait rien dans l'absolu. On ne devrait pas mettre des sentiments humains à des animaux. Ils tuent tout simplement. Ils tuent avec une immense violence. Des ouvriers malades qui sont tirés de leur lit avant d'être déchiquetés. La scène où ils attaquent l'hôpital est assez traumatisante. C'est très très violent. Le film est rated R, je vous le dis tout de suite. Le film a vraiment des moments, il y a quelques inserts qui sont assez dégueulasses. Après bien sûr c'est rien comparé à ce qu'on fait maintenant, qu'on se comprenne bien, mais pour l'époque il y a des scènes impressionnantes, donc même si c'est un film d'aventure, ne le présentez pas aux enfants. Dans ce film aussi on montre les lions de la façon la plus spectaculaire, c'est-à-dire avec une grande crinière, alors que les lions de Tsavo n'avaient pas de crinière, donc on les a mis plutôt pour des raisons esthétiques, parce qu'on représente le lion toujours avec une belle crinière, mais il y a certains lions qui n'en ont pas. Ils ont fait venir des lions de France, n'est-ce pas, du Canada, pour représenter les différents lions dans différentes situations, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses avec les lions à créer, des situations avec des gestes du lion assez précis,
des regards également. Donc il fallait plusieurs lions pour qu'ils soient conditionnés à faire un certain geste aussi. Et bien sûr des mesures de sécurité parce que les lions c'est plutôt méchant. Donc ils ont fait venir plusieurs lions pour le tournage. Un tournage qui s'est passé en Afrique du Sud et au Kenya. Le film à l'aide incontestable de son environnement pour sa défense. Les paysages africains sont magnifiquement bien représentés. Il y a de magnifiques backgrounds d'Afrique. Quand ils montent par exemple dans la montagne pour trouver la grotte des lions, eh bien il y a une cascade au fond et c'est un milieu assez rocailleux. C'est très très beau, c'est un très bel endroit. On peut ressentir la chaleur de l'Afrique avec les couleurs orangées dans beaucoup de séquences. La terre également, la broussaille qui est autour du camp, nous fait vraiment sentir l'Afrique. C'est assez agréable à voir. On a aussi le travail du chef opérateur Vilmos Zsigmond, qui est à l'image que quelqu'un qui a fait un film comme Délivrance ou comme Voyage au bout de l'enfer, La porte du paradis, c'est pas de la gnognotte. Le mec savait faire de belles images, c'est le cas. C'est bien sûr un film qui date un petit peu, la qualité de l'image n'est peut-être pas la plus propre, mais il y a de très très beaux plans. Il y a un beau travail sur la couleur de l'Afrique, sur les teintes des peaux également, je trouve. Les nuits sont bien éclairées, elles sont peut-être même trop éclairées. Mais c'est en cela qu'on voit que le film a des moyens, vraiment de gros moyens. Il y avait des plans d'hélicoptères et de grues sur les lieux de construction avec beaucoup de figurants. Des money shots sur le décor principal du film, qui est peut-être même quasiment le seul décor. C'est en cela que le film, il a coûté que 45 millions, mais ils avaient juste à créer un camp de construction assez large avec des bâtisses et tout ça, et après il restait quasiment la moitié du tournage, voire plus, dedans. Donc finalement le camp de construction servait aussi de camp pour le tournage, pour les gens, donc l'équipe qui était sur le tournage. Donc il faisait une pierre deux coups. Il y a de très très beaux plans. Il y a par exemple un plan que je trouve vraiment magnifique, c'est un plan où il y a un lion qui va bondir sur Angus, et on a les petites lunettes rondes d'Angus qui reflètent le lion qui bondit sur lui dans un gros plan. Ce plan, il est super beau, il est très court, mais on voit que c'est un plan qui est pensé, travaillé esthétiquement. Donc voilà, il y a des images qui restent un peu en mémoire. Je pense aussi à une image toute bête, c'est je crois une sorte de zoom ou de travelling, je sais plus exactement, sur le contremaître qui fait un geste avec ses mains. Il montre ses mains à Val Kilmer avec un espèce de geste de puissance, de force. Après qu'ils aient posé une immense pièce de métal sur le pont, eh bien il fait un geste à Val Kilmer que celui-ci s'empresse de répéter pour montrer la puissance, voilà, de l'humain, la volonté de l'humain aussi à construire de grandes choses. Et cette image, je me rappelle au cinéma, elle m'avait fait un énorme effet. C'est un moment qui est très galvanisant. Avec la musique, hein, tout ça, il y a un énorme élan de joie qui est palpable, et il y a ce geste que fait le contremaître avec ses mains qui m'a beaucoup marqué. Il y a une technique et une grammaire de cinéma assez incroyable dans le film, hein. Il y a de la voix off, donc celle de Samuel en introduction qui nous introduit le héros. On a celle de Patterson qui écrit des lettres à sa femme, et pendant la construction de cette lettre, on a des plans du quotidien. Donc voilà, il y a un travail de montage, il y a des travelling compensés carrément pendant les scènes de suspense. Il y a beaucoup de ralentis qui font malheureusement vieillir un petit peu le film. Il y a de la double bonnette. À un moment, il y a les deux lions qui sont dans un plan, il y en a un au premier plan, le deuxième au deuxième plan, les deux sont nets. On sent qu'il y a vraiment des moyens, mais malheureusement, quand on travaille dans un milieu qui est sauvage, eh bien, il y a des petits problèmes. Et le réalisateur, il ne s'en est pas privé de nous dévoiler 2-3 de ces problèmes. Le réalisateur a carrément parlé d'un cauchemar. Vous savez, le cauchemar, hein, cauchemar qui a pris la forme de plein de choses, de scorpions, de serpents, d'hippopotames. Ah oui, les gens ils se sont fait courser par des hippopotames, des tiques. Les mecs se sont fait attaquer par la foudre. Il y a eu des fièvres, des pluies torrentielles, des véhicules endommagés par les eaux. Il y a eu 2 personnes qui ont perdu la vie par noyade, à ce que j'ai cru comprendre. Dans le film, on ne voit pas ces problèmes. Ça, c'est plutôt fort, je dois dire. Le film ne respire pas les soucis. Et il semble un peu bancal, mais il ne respire pas les soucis par rapport à ce que j'ai lu. C'est plutôt un très très bon point
Ce n'est pas facile en plus de faire jouer les lions. Alors ça, c'est peut-être l'aspect suivant que je vais aborder. Certains ont peut-être vu le film Roar. Donc, c'est un film rempli de fauves, un tournage ultra dangereux. Le Fossoyeur en avait parlé dans je sais plus quoi, je crois que c'est Film Wars, un truc qui est sur Dailymotion, il en avait un petit peu parlé. Eh bien ici, ce fut le même problème. On voit sur YouTube une petite prise, donc une sorte de making-of, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est une prise dans le film avec un lion qui saute d'une petite plateforme pour tomber à côté de Val Kilmer, qui se jette à terre. Et il y a un vrai risque pour l'acteur, c'est-à-dire que c'est Val Kilmer là, et le lion il est juste à côté, c'est un truc de fou. Et dans le film c'est une demi-seconde hein, le plan, et là on a tout un setup avec un dresseur presque tous les mètres ou tous les 2 mètres pour bien indiquer au lion ce qu'il devait faire. Et le lion, tu sens qu'il veut pas faire le geste. Hein, et il est en train de chercher des noises, quoi. Et c'est super angoissant. Donc, il y a vraiment un encadrement monumental autour de ces bêtes. Je crois qu'ils se sont souvenus de Roar justement pour faire ce film. Il y a vraiment beaucoup de moyens pour encadrer ces bêtes et finalement cadrer ces bêtes, si je puis me permettre pour l'idée suivante, cadrer ces bêtes, eh bien ils sont beaucoup cadrés en gros plan. Lors des attaques principalement, c'est très compliqué de filmer de leur faire des mouvements compliqués. Ce sont des animaux sauvages, donc c'est compliqué de leur dire tu vas là, maintenant tu t'arrêtes là, ou tu fais un geste de la main, ou des choses comme ça. Donc il faut les attirer avec de la viande. Pour certains regards, il faut vraiment leur agiter dans une certaine direction. C'est très compliqué, donc ils ont fait beaucoup de gros plans. Ce qui, dans un sens, est plutôt une bonne chose parce que ça rend rare et impressionnant les moments où les lions sont avec les acteurs dans des plans larges. Par exemple, il y a un plan que je trouve complètement dingue qui dure peut-être 3-4 secondes, pas plus, mais qui est complètement fou. Il y a Val Kilmer. Et c'est un plan qui n'est pas au ralenti, c'est un plan qui est à vitesse normale. C'est Val Kilmer qui court, mais genre, il court sa vie. Hein. Et derrière, dans la profondeur de champ, on a un lion, mais qui court, mais qui va se jeter sur lui. Et c'est un plan c'est vers la fin du film, c'est un plan qui est super impressionnant. Et ça, justement, du fait qu'on souligne beaucoup le côté artificiel en fait du montage et du filmage de ces lions à travers que des gros plans quasiment, et bien tout d'un coup on a ce plan là qui prend de l'ampleur dans notre ressenti de la scène, parce que dans l'absolu on souhaiterait un peu autre chose que des gros plans. Vous savez, l'idée de montage interdit, hein, le fait que faire que des inserts et des gros plans plutôt que de montrer la situation dans un plan large, voilà, normalement on ne devrait pas faire ça parce qu'on rend artificielle la situation, alors qu'on souhaiterait le réel, c'est-à-dire voir le lion dans son entièreté, prendre quelqu'un comme ça, ils peuvent pas le faire parce que sinon ce sont des créatures qui pourraient vraiment faire mal aux comédiens ou aux cascadeurs, même s'ils sont équipés de protection. Donc là, il y a eu un côté un peu cheap, un peu tricky de ces gros plans qu'ils mélangent avec des animatroniques. Donc on a en termes de filmage, beaucoup de caméras, shaking. On a beaucoup de caméras qui tremblotent, beaucoup de gros plans, ce qui rend un peu les scènes d'action similaires. Malheureusement, la scène du piège dans le wagon transformé. Le robot permet de stabiliser le visage pour permettre des gros plans par rapport à un animal sauvage qui bougerait sans arrêt et qui ne permettrait pas d'avoir des plans précis et surtout des actions précises. Par exemple, dans le wagon, à un moment, on a le lion qui est face aux flammes complètement impassible. Bien sûr, le lion, donc l'animal sauvage, n'a pas peur des flammes, c'est l'idée du plan. Eh bien, peut-être qu'avec l'animal réel, on n'aurait pas cette sensation de stoïcité de la part de l'animal. Il y a pas mal de plans, des gros plans où on utilise l'animatronique pour aussi ouvrir la mâchoire pour qu'on montre toutes les dents, donc ça marche assez bien, mêlé avec des plans réels de lion, donc c'est toujours assez troublant avec des plans de griffes, donc aussi les pattes sont des pattes trafiquées, ce sont pas les vraies pattes, donc il y a un grand mélange de beaucoup de choses dans un montage très serré qui rend un peu confus le tout et qui rend aussi la bête imperceptible
du fait d'une trop grande fragmentation de son corps. Et à quelques moments, nous avons aussi des lions incrustés, donc des lions qui ont effectué un mouvement précis sur fond vert, je suppose, et qui ont été incrustés par la suite. Je dis je suppose parce qu'à l'époque, c'était peut-être pas aussi clair que maintenant les techniques utilisées. Ça pouvait être aussi un fond bleu. Ça donne du coup des scènes d'action qui sont peut-être un petit peu inefficaces. Quand je l'ai revu, en effet, j'avais cette impression également. Pas mal de gens ont dit que c'est le dent de la mer dans la savane, mais qu'on se comprenne bien, on est loin du talent quant à la clarté de la mise en scène de Steven Spielberg. J'aime bien ce qu'il a fait dans ce film, Stephen Hopkins, mais des fois c'est un peu la pagaille, hein. Mais ça n'empêche pas de construire une tension et une peur de voir ces animaux en action. Je pense à une scène qui montre que ces lions sont complètement vicieux, et au cinéma, ça m'avait marqué cette scène, ou plutôt cette transition, devrais-je dire. C'est une scène dans la baraque qui est bardée de sang et de viande pour attirer les lions. Alors les lions, ils tournent autour, avec une impression de la scène de la piscine dans La Féline, où on a des bruits, on a des ombres, on a des bouts de quelque chose, mais sans trop savoir ce que c'est. Bien sûr, ce sont les lions qui rôdent autour, et quand ils ouvrent la porte, prêts à tirer, eh bien, il n'y a plus rien. Et puis, nous enchaînons avec un gros plan sur un ouvrier qui est au lit, souffrant probablement de la maladie, dans le nouvel hôpital, et un travelling pour montrer les corps, les hommes qui sont sur leur lit, et on sait que c'est là que vont attaquer les lions, et par ce changement de plan, cette transition, on évoque l'horreur en fait, l'horreur de la décision des lions de ne pas attaquer les deux héros qui se sont recroquevillés dans cette baraque, mais d'attaquer le nouvel hôpital, et bien sûr les ouvriers sans défense. Donc c'est vraiment un plan qui fait froid dans le dos, ce gros plan sur le malade. Vraiment, tu te dis, oh, mais c'est eux qui vont attaquer, oh mon Dieu. Voilà, c'est l'idée qui est transmise au spectateur, et en tout cas en ce qui me concerne, quand j'étais petit, cette transition d'un plan à l'autre a marché parfaitement. Donc vraiment, c'était très efficace. Mais il n'y a pas que ce type de transition comme ça d'un plan à un autre qui suggère quelque chose. Ils ont fait une autre transition, une espèce de raccord dans le mouvement elliptique. Nous avons Patterson au début du film qui est à la gare en Angleterre, et nous l'avons dans un plan moyen de dos, et on le voit disparaître dans la fumée en mettant son chapeau. Et puis dans le plan suivant, c'est un plan travelling joue droite, d'accompagnement latéral, où il sort de la fumée en terminant son mouvement de mettre son chapeau, mais c'est un autre chapeau, il est habillé différemment parce qu'il est déjà en Afrique. Donc par la fumée et le raccord de mouvement, enfin de geste, nous avons donc un repère gestuel de la part de l'acteur. Eh bien nous avons fait une ellipse de peut-être un mois de voyage, on ne sait pas. Donc ça, c'est une transition qui est intéressante, mais je la trouve pas totalement réussie. C'est une excellente idée, mais elle n'est pas totalement réussie, je pense, pour une affaire d'angle qui est choisie. Nous avons un angle où nous sommes dans l'axe face au personnage, il nous fait dos dans le premier plan, et dans le deuxième plan on a un axe latéral, et c'est un peu, je trouve que c'est pas très clair, on se perd en fait dans la transition, même si le raccord de geste est évident. Je trouve que par exemple ils auraient pu faire un plan où nous l'avons de dos pour commencer, et l'autre plan il sort de la fumée, il est de face avec un nouveau costume. Ça aurait fait un effet beaucoup plus impressionnant. Mais bon, peut-être qu'il y avait des problèmes avec le plan, on ne sait pas. Il y a eu peut-être des affaires de montage. Et en parlant de montage, là je vous parle d'un raccord, mais il y a eu des affaires de montage vis-à-vis de ce film. Michael Douglas, et oui, il est encore là ce gars-là, mais il est là aussi pour être le producteur du film. Donc bien sûr, il y a eu des petits problèmes pour trouver quelqu'un qui jouait Remington, et donc Michael Douglas a décidé au dernier moment de jouer Remington. Et la relation avec Hopkins, elle était compliquée. En plus d'être le producteur exécutif, et au moment du montage, quand le film est donc tourné et donné au studio, il fit le ménage, mais le ménage vraiment à la Stallone, hein. Il enleva toutes les scènes dans lesquelles il n'était pas, tout ce qu'on pouvait enlever. Ce qui donne justement l'impression d'un rush en début de film. De ce que j'ai cru lire, il y a eu un recut assez vénère, et 45 minutes ont été enlevées, d'après IMDb, pour avoir
plus de temps à l'écran. Tout cela pour faire de lui, dans le film, la deuxième star. Ce n'était pas prévu au départ. Et le départ, c'était un film de 3 heures. Un vrai Lawrence d'Arabie, enfin avec une ambition de Lawrence d'Arabie, une grande épopée éprouvante. Et là, quand on voit le film terminé, avec cette information, ça nous explique les blancs dans l'histoire, et pas seulement dans le film, mais aussi dans l'histoire même. On passe quelques morts et d'une scène à une autre, on a beaucoup plus de victimes, on a, comme je vous disais, une relation avec les ouvriers anecdotique, on a une ellipse de 7 semaines tout d'un coup pour aller plus vite. Ces 7 semaines qui sont passées à la trappe ont sûrement été un petit peu montrées dans ces scènes coupées, on ne sait pas. Avec cette information, on peut dans ce cas-là expliquer pourquoi le tout est complètement charcuté. Et les choses sont rushées. Ça n'empêche pas le film d'avoir de la qualité, une qualité auditive, puisque nous avons l'Oscar du meilleur montage son qui a été attribué au film, qui a été attribué à Bruce Stumbler, qui est quelqu'un qui est très fort. Regardez sa filmographie, il a fait des gros films, donc avec un travail son important. Pour vous dire l'astuce, l'ingéniosité de cet homme, eh bien, ce passage sur YouTube dont je vous parlais avec ce lion qui bondit près de Val Kilmer dans une scène d'attaque, eh bien, il ne les touche pas dans le plan. À aucun moment, le lion touche les 2 acteurs, donc les personnages d'Angus et de Patterson. Mais dans le film, on a des bruits avec l'angle, alors ça c'est génial, du fait qu'ils aient filmé dans un certain angle, eh bien on pouvait donner l'impression que le lion les ait touchés en rajoutant du son. Donc on rajoute un son de griffure mélangé avec des bruits de vêtements déchirés, de peut-être d'éclatement de sang ou de bruits de chair. Enfin, il y a un travail de mixage et de travail de couche de son pour créer finalement le son de la griffure qui se fait au montage son. Le montage son, c'est qu'on va monter toutes les pistes sonores pour créer un son. Donc ça peut être un son composé de plusieurs sons. Et là, on voit toute une richesse, bien sûr, aussi de l'environnement sauvage. Parce qu'il faut créer l'ambiance de chaleur, la faune aussi qui est présente, qu'elle soit cliché ou non, les bruits de lion. Il y a vraiment un gros travail de son quand on n'y fait pas attention, on loupe complètement, mais... vous regardez un petit peu, vous vous dites aucun son n'est réel, ils ont tout reconstitué parce que nous sommes aussi dans une tradition hollywoodienne de sons très exagérés, donc il y a très peu de sons qui sont captés en direct. Des sons, je veux dire, au-delà de dialogue, souvent tout est refait par la suite avec des gens qui sont spécialisés pour refaire des bruits. Par rapport à la France, qui a plus une tradition de sons directs, des choses comme ça, aux États-Unis, ils n'ont pas du tout ça, c'est plutôt l'inverse. Et donc là, on a vraiment un travail de son quand vous tendez un peu l'oreille, vous questionnez les sons. Questionnez un peu les sons dans les blockbusters ou même dans des films hollywoodiens qui ont un petit peu de budget. Et tout cela, ce montage son, ce design son, est allié aussi avec une musique de Jerry Goldsmith. Même si sa musique est identifiable avec les accords, l'orchestration qui est bien à lui, qu'on retrouve dans toutes ses compositions, je veux dire, certains auront sûrement entendu du Star Trek dans cette composition, eh bien c'est super efficace. Le thème principal, on l'entend partout, on a l'impression qu'il n'a pas pu faire un long travail autour du film, donc il a pris un thème et il l'a décliné. Vraiment, on a une énorme impression de répétition. Dès qu'il y a un moment un petit peu joyeux, il fout la musique, c'est un peu bourrin. C'est pour ça que là, je vous dis qu'au montage, il a dû y avoir des problèmes, et du coup, la musique permet de faire des espèces de bouche-trous, de cache-misère aussi. Mais Jerry Goldsmith, c'est écrire de la musique de cinéma. C'est une époque, vous voyez, où on a des gens comme Alan Silvestri, comme John Williams, James Horner, des gens qui sont d'une autre génération, en tout cas en termes de feeling et de composition, que des gens comme Hans Zimmer. Donc on est vraiment sur quelque chose d'orchestral lié à ce qu'il y a à l'écran et pas quelque chose de l'ordre de son design et de l'ambiance. Donc on a vraiment un super travail épatant
Et cela dès les premières notes du générique de la Paramount, on sent déjà qu'il y a quelque chose. Et écoutez vraiment sa bande originale du film, c'est une composition aussi influencée par le milieu du film. On a des chants africains tout au long du film pour certaines situations heureuses et situations dramatiques. En conclusion, eh bien c'est une aventure agréable à voir. C'est partiellement épique. C'est épique, mais partiellement. Mon pote Roger Ebert, vous savez que j'aime bien le citer, une sorte d'espèce de petit esprit comme là, qui vole au-dessus de mes critiques, c'est un petit peu ça. Eh bien, lui n'a pas aimé le film. Que reproche-t-il ? Une caractérisation des personnages absolument nulle, des scènes ineptes, et il aurait aussi préféré un film sur la création de Ghost and Darkness. Et je pense que sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. La production de ce film a l'air, pour ma part, aussi passionnante que le film même. Moi, je suis plus clément que lui. Je lui mettrai un 13,5 sur 20 au regard de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce film mérite d'être revu. Je vois des trucs qui sortent là cet été, c'est un peu infâme, hein, et ça coûtait la peau du cul. Alors ce film me donne envie de voir plus de films sur des sujets d'aventure et pas des espèces de trucs de marketing là. Essayez, si vous êtes blasé un petit peu par des trucs comme ça, essayez de puiser un peu dans le passé du cinéma et peut-être vous trouverez des films d'aventure que vous ne soupçonniez pas. Regardez des listes peut-être sur Sens Critique, il doit y avoir des choses, et essayez de regarder les synopsis qui vous intéressent et d'aller traquer le passé du cinéma, trouver les perles qui vous plairont vraiment beaucoup et vous ne serez pas déçus. Et déjà vous ne serez pas déçus parce que il y aura beaucoup de choses à l'écran qui auront été tournées en vrai par rapport à ce qui se passe maintenant. Et en plus, je trouve qu'avant, il y avait une écriture qui n'était pas sous influence de marketing. Et je trouve que ça sent, c'est un petit peu plus romanesque, théâtral, ça c'est vrai. Mais je trouve que c'est quand même plus agréable et plus naturel pour le cinéma que des fois des trucs... C'est horrible, c'est horrible. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a très peu de films d'aventure. D'aventure, hein, vraiment. Donc, c'est peut-être aussi pour cela que j'ai voulu revenir sur L'ombre et la proie. Ce n'est pas du tout le meilleur de ses représentants, oh là là. Mais je trouve que c'est honnête, que le sujet est original et qu'il vaut peut-être un petit revisionnage de votre part si vous ne l'aviez pas revu depuis sa sortie en salle. J'ai terminé ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de parler un peu d'un électron libre dans les années 90. Vous savez, des trucs comme ça qui sortent, ils sont indiscernables, ils sont pas reliés à quoi que ce soit d'autre, mais ils sont là, ils sont présents. Ils font peut-être pas beaucoup de bruit, mais ils sont présents. Et j'aime bien comme ça, tout d'un coup, vous sortir un de ces films et vous les mettre sur la chaîne en lumière, hein, puisqu'il s'agit aussi pour une chaîne YouTube de médiatiser certains films qui sont peut-être un petit peu tombés dans l'oubli ou sous-médiatisés quand ils sortent en salle. C'est ce que je devrais dire pour conclure ce film et cette critique. Je vous remercie de l'avoir vu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film ou de points que je souligne dans la critique. Quant à moi, eh bien je vais me reposer parce que la critique elle a duré longtemps. Je sais pas combien elle fait, mais je crois qu'elle est assez longue. Je vous remercie de l'avoir vu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!